Quand mon père a eu des problèmes, on a eu des soucis de scolarité, moi, on m'a vidé de l'école, alors que tu es premier de l'école. On fait là, le truc là au centre de l'école, on vous applaudit tout. Tout le monde dit, ah, c'est le premier, c'est le premier. Un jour, 2 jours après, quand on vide ceux qui doivent là, toi, t'es dedans. J'ai été du profil de ceux qui sont intelligents, mais qui ont une vie compliquée. Donc, je ne réfléchis pas en trade, je réfléchis en sécurité. Scolarité, santé, CIE, SODECI, carburant, maintenance véhicule, tout ça, c'est absorbé par les dividendes. Et ça m'a pas fait 20 ans. les dividendes de la BRV. Ça m'a pas fait 20 ans, ça m'a pas fait 10 ans. Si on dit à quelqu'un comment gagner de l'argent, il va répondre avec des éléments du faire, qu'on appelle des activités. Il va dire, je peux faire ceci, je peux faire cela. C'est une réponse recevable. Mais ce n'est pas la seule réponse sur les questions d'argent. Vous pouvez gagner de l'argent en faisant des choses. Gagner de l'argent en... Je suis un peu désolé qu'on ne nous l'ait pas dit tout. Dans ton portefeuille, là, tu as quelle entreprise déjà? Aujourd'hui, je vous plonge dans le monde fascinant de la finance avec Brice Kwao, expert et fondateur de la célèbre École de la Bourse. Après 14 ans dans les assurances, ce lauréat du prix Julien Kojovi a créé une institution qui a déjà formé plus de 5000 investisseurs à la BRVM. Reconnu par le prix DZD 2022, Brice partage son expertise des marchés financiers dans les médias nationaux et internationaux. Alors, prêt à découvrir les secrets de la bourse et le parcours inspirant de cet éducateur financier? C'est parti et ça démarre maintenant. Bonjour Brice. Bonjour Edith. Comment tu vas? Ça va. Je suis très contente de te recevoir. Merci. On aura un épisode, on va dire, concentré sur l'investissement, concentré sur la bourse. Et je pense que ça sera une super occasion pour... tous les abonnés, les internautes, de mieux comprendre ce secteur. Je vois beaucoup de commentaires en général de gens qui demandent c'est quoi la BRVM, c'est quoi une SGI, c'est quoi l'investissement en bourse. Mais aujourd'hui, vous avez un professionnel qui est là et avec qui on va découvrir un peu son parcours et tout ça. Alors, Brice, tu as fondé l'école de la bourse. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans cette école? Et depuis combien de temps tu l'as fondée? L'école de la bourse a été créée en novembre 2015, le 9 novembre 2015. Ce qu'on fait, on forme et on accompagne les gens qui veulent investir leur épargne. Comme tu as pu le constater, si on remonte quand même sur 20 ans, on a eu beaucoup de scandales dans le domaine de l'investissement. Donc, face à ces scandales, il y avait comme 2 postures. Okay. Il y avait la posture, je ne vais pas citer les noms des gens, mais on a eu des... Non, on aime, hein? Non, le nom des scandales... Il y a eu de grandes figures entrepreneuriales quand certaines choses se sont passées qui ont dit, ouais, les Ivoiriens sont cupides, les Ivoiriens aiment la facilité et tout ça. Il y avait cette lecture-là. Et l'autre lecture que nous, on a eue, c'est qu'il y a au niveau de la population un désir d'investir, les moyens de le faire, mais pas la connaissance appropriée. Exactement. Donc, quand on constate ça, moi, je me dis, bon, qu'est-ce que moi, je peux apporter? J'étais salarié à l'époque. Je dis, bon, je vais créer une structure qui va former les gens pour distinguer les bonnes opportunités d'investissement et les accompagner sur des supports comme le marché financier qui, lui, ne souffre pas des sujets d'arnaque. Voilà. Personne n'est arnaqué à la BFM. Oui, bah, c'est des entreprises, voilà, cotées. C'est une autre façon d'appréhender la question. C'est l'entreprise performe pas, mais les gens ne disparaissent pas et l'argent. Donc, c'était un peu l'angle de départ qu'on a pris et puis on évolue tranquillement jusqu'à aujourd'hui. Et combien d'années depuis? Donc, si on prend novembre 2015, on aura 10 ans l'année prochaine. Ah, quand même, hein? Voilà, ça passe vite. Ça passe vite. Combien d'élèves, on va dire, comment tu les appelles, des auditeurs, des élèves? Au début, je les appelle des étudiants, mais on m'a dit que ce n'est pas bon pour la communication parce qu'il y a des profs d'université dedans, il y a des DG. Bon, je dis que c'est mon étudiant. C'est pas très élégant forcément. C'est un étudiant, il apprend. Donc, on a trouvé peut-être le mot auditeur. Et je pense que auditeur, c'est passé. Ça fait plus stylé. Voilà. Donc, si on prend janvier 2016 à décembre 2023, on est à 5320. Wow. 5320. Donc, qui suivent régulièrement les formations qui ont été formés. Voilà. Parce que la formation n'est pas en continu. D'accord. La formation, elle est ponctuelle et l'accompagnement, c'est lui qui est en continu. Okay. Donc, on a comme un effet de stock. Donc là, les gens sont formés, ils sont dans mon téléphone, dans des groupes WhatsApp, et on continue l'aventure ensemble. Okay. Donc, si tu veux, l'école de la bourse a 2 types de communautés. Les communautés visibles comme Facebook, YouTube, TikTok, et la communauté des auditeurs sur WhatsApp. Donc, c'est eux, quand je parle de 5320, c'est à eux que je fais référence.
Donc, ils sont dans les WhatsApp. Ils causent, ils envoient les informations Et à toi, tel. vous leur donnez des actualités sur Voilà. l'investissement, la finance. Il y a déjà les informations de marché et il y a tout ce qui concerne l'éducation financière. Parce que l'éducation financière ne se réduit pas à l'investissement, que ce soit en bourse ou en immobilier. Donc, on a des contenus qu'on produit qui sont issus des questions de la communauté WhatsApp. Donc, je peux demander, en général, en tout cas, je lance la question et ils en discutent et puis ils me sortent des thèmes. Donc, j'ai eu à faire une vidéo, par exemple, comment répartir son épargne entre la banque et la bourse. Ça, c'est une question de Marina CK de 2024. Ou bien récemment, comment organiser son épargne, ses finances, pour ne pas piocher dans son épargne. Exactement. Parce que l'un des sujets de l'investissement, c'est d'être capable de garder l'argent. C'est ça. Pour pouvoir l'investir, voilà. Le problème, ce n'est pas gagner de l'argent, c'est comment le retenir. Les gens gagnent, ils mettent de côté, et puis dans l'exécution du mois, ils vont chercher. C'est ça. Donc ça, c'était une question de Nguessan Niamele de 2023. Donc la communauté WhatsApp permet, en fait, au-delà de la bourse, tout besoin qu'ils ont se traduit en contenu. Ok, c'est très intéressant. Ça fait qu'ils sont... Comme ils sont bien parce qu'ils ont fini d'apprendre quelque chose, mais ils continuent d'avoir du contenu. Donc, quand les gens nous découvrent sur Facebook avec une question, ça vient en fait des besoins de la communauté. Et cette communauté, tu l'animes au quotidien avec tes collaborateurs. Et en dehors de cette communauté intra, quand je dis intra WhatsApp, il y a cette communauté à l'extérieur. Je vois que sur la page, le groupe Facebook, vous êtes quoi, plus de 30 000 hein? Non, on est 72 200. 72 000, L'école de la bourse a la plus grande audience en termes d'écoles dédiées à l'investissement en bourse en Côte d'Ivoire et je pense en 8 mois. Quand tu prends le groupe Facebook, bon, l'avantage aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est que c'est des choses qu'on peut vérifier. Quand tu prends le groupe Facebook, on est à 72 200. Wow. Il n'y a aucun groupe d'éducation boursière qui a cette taille-là. Wow. Okay. Quand tu prends la chaîne TikTok, on est à 29 600. Ah, wow. La plus grande chaîne TikTok sur l'éducation boursière, la plus grande chaîne YouTube sur l'éducation boursière. Donc, cumulé, on a dépassé les 100 000. On doit être, si je mets LinkedIn, vers 718 000. Donc aujourd'hui, le fait que 118 000 personnes nous suivent sur différents réseaux valide ce que je t'ai dit au début. Les gens avaient besoin d'une structure qui répond aux questions. Pas qui vend des produits. Pas qui dit... Pas qui leur vend du rêve. Voilà, prenez ci, prenez ça. Non, non, non. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que tu dis, si c'est sympa, on en fait une vidéo. Si c'est sympa, on en fait une question, un article. Et ça leur permet d'apprendre et après, chacun prend ses décisions. Exactement. Donc, 10 ans après, quand je regarde les audiences qu'on a, je me dis, il y avait vraiment cet espace-là à prendre pour une école. Oui. Et tu n'es pas le seul à le faire. Je veux dire, tu as une équipe autour de toi qui t'accompagne. Voilà. Vous êtes combien au total? Bon, aujourd'hui, on est en août. On a fait des recrutements. Donc, on a atteint le cap symbolique de 10. Oui. Voilà, le cap symbolique. Donc, il a fallu d'abord démissionner, tout ça. Donc, aujourd'hui, on est à 10, mais on a commencé, comme tout le monde, seul. Donc, première recrue, c'est novembre 2016, après 2022, ainsi de suite. Et donc, ça a suivi. La démission a accéléré la croissance, parce que là, maintenant, j'ai le temps de pousser le sujet. D'être à fond totalement sur les sujets d'investissement avec tes auditeurs. Voilà. Tu es comptable à la base et aujourd'hui, tu diriges l'une des plus grandes plateformes en tout cas dans la zone UMOA, en termes d'éducation financière et de compréhension de l'investissement boursier. Comment on décide de se lancer dans ce domaine en tant que comptable? Parce que c'est vrai qu'on a une vision du comptable rigide, qui est dans son coin, qui est sur ses tableurs Excel, en train de faire le point de l'entreprise qu'il a embauchée et tout, qui n'est pas très ouvert d'esprit, même sur l'investissement. Toi, tu fais cette transition en devenant investisseur à la BRVM, en devenant aussi conseiller sur la rente et tout ça, et tu as démissionné. Qu'est-ce qui t'a mené à ça? Bon, déjà, il y a moi par rapport à la bourse. Il y a moi par rapport à l'école. Oui. Comment tu as découvert même la bourse? Et il y a la démission. C'est 3 sujets différents. Je commence par le début. D'où, en fait, tu as eu ce déclic déjà. Tu as eu le comptable tranquille dans son coin et puis ensuite tu as eu le déclic. Moi, j'ai commencé l'investissement à la BFM en 2011. Je ne me rappelle plus du mois, je dois retrouver le relevé. Mais je sais que je faisais des trades déjà en novembre. Donc, je ne veux pas retrouver après. Tu t'intéressais déjà à ça? Oui, en fait, je faisais des trades en novembre 2011. OK. Donc, je dois retrouver le mois de démarrage, mais en gros, c'est l'année 2011.
qu'est-ce qui me conduit en 2011 à À m'intéresser trader. à ça? Voilà. Ouais. Je suis issu d'une famille qui a eu un arrière-plan de chômage. Donc, ça m'a amené à réfléchir très tôt à comment construire une véritable sécurité Financière. financière. Quand tu dis chômage, un arrière-plan de Ouais, chômage, ouais. je creusais. En fait, mon père est ingénieur des techniques agricoles des années 70-80. Donc, les premiers ingénieurs, maison de fonction, voiture de fonction et autres. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille aisée au début. OK. Donc, quand moi, je nais, on est à Niamey, voiture de fonction, tout ça. Et puis après, il y a des difficultés financières. Il y a du chômage. Donc, quand je grandis, je me dis, bon, on a eu des difficultés, on a eu des situations compliquées parce que mon père a perdu son emploi. Voilà un peu la lecture que je fais. Donc, je me dis, non, je dois travailler, je dois être fort à l'école et tout ça. Moi, j'ai fait un parcours sans faute de primaire jusqu'au master 2. Je n'ai jamais redoublé. Je ne sais pas c'est quoi avoir... Tu n'as jamais redoublé. Jamais redoublé. Moi aussi, je n'ai jamais redoublé. Je ne sais pas c'est quoi avoir 12 de moyenne. Ma plus faible moyenne de parcours, là, c'est 13,55. OK. Je ne sais pas c'est quoi avoir 12. Je n'ai jamais fait de deuxième session. OK. Donc, je me suis concentré sur mes études et je m'étais dit que en étant le meilleur ou je ne sais pas quoi, ça me permettrait d'avoir un profil et une carrière plus stable, des choses de ce genre-là. Et après, j'ai vu que ce n'était pas tout à fait la bonne réponse. Parce qu'il y a eu, après mon père, ma tante et d'autres situations comme ça autour de la crise en Côte d'Ivoire qui m'ont montré que les difficultés qu'on a eues n'étaient pas dues au fait que mon père avait perdu son emploi. C'était dû au fait que mon père avait une seule source de revenus. Je ne sais pas si tu vois la différence. Donc, souvent, quand les situations se passent, on les lit d'une certaine façon. Mais après, quand tu regardes, tu vois que non, en fait, si quelqu'un d'autre, comme notre voisin, a eu aussi les mêmes problèmes, alors que lui n'était pas salarié, ce n'est plus l'emploi qui est le problème, ce n'est plus le salariat le problème. C'est le côté revenu unique. Oui. Donc, quand moi, je commence à travailler en 2009, je définis résolument de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Peu importe le nom qu'on donne à cette source-là. Donc, je suis salarié, janvier 2009, je commence ma carrière et j'étais aussi entrepreneur. J'avais une première entreprise qui a fait faillite et je rentre dans l'investissement. Donc, moi, ma vision de la sécurité financière, très tôt, c'était cette diversification de revenus-là. Donc, salariat, entrepreneuriat, investissement. Maintenant, après, chaque type d'activité a ses règles. Bien sûr. Donc, quand tu avances maintenant, tu essaies d'affiner pour voir, je suis salarié, comment je me sens, je suis entrepreneur, comment je me sens, et puis après, tu fais un choix entre les deux, machin. Mais toujours garder à l'esprit que je ne dois pas reposer sur un seul élément. Une seule source de revenus. Voilà. Donc, la bourse, c'est invité. C'est vrai qu'on aime la bourse, tout ça, on voit les films, mais ce n'est pas seulement sur cet angle-là. Ce n'est pas juste les films, l'amour du marché. C'est quelque chose qui vient s'inscrire dans une stratégie de sécurité. Donc ça, c'est comment j'intègre le sujet dans mon parcours. Pareil aussi pour l'entrepreneuriat. Je n'étais pas particulièrement passionné d'entrepreneuriat. Je ne peux pas dire que je ne le suis pas aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais c'est pas je réfléchis pas. Fibre, Je réfléchis pas en termes de fibre ou de passion. Ça, je réfléchis de façon assez analytique. Comme je dis, je suis un comptable. Comment tout ça s'imbrique pour créer une sécurité, pour créer une prospérité. Et non, quel est mon sentiment? Ah, j'aime pas. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment tout ça, là, ça c'est. Par exemple, l'immobilier, j'aime pas. C'est pas ma passion. Mais je suis dedans quand même, j'ai des biens, parce que ça s'inscrit dans une stratégie, il y a une logique. Quand tu fais de l'immobilier, ça répond à des questions. Tu vois? Donc, les gens doivent, peut-être pour les questions financières, essayer de se poser la question autrement qu'en termes de fibres. Ouais. C'est de se poser la question, est-ce que je n'en ai pas besoin tout simplement? Et si j'en ai besoin, je l'invite dans ma vie, je lui définis un budget et puis je fais la chose tranquillement. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est un peu comme ça que tous ces éléments-là se sont imbriqués. Donc, si tu devais des dates, janvier 2009, salariat, peut-être avril 2011, je dis comme ça, bourse, septembre 2016, immobilier, et entrepreneuriat, juillet 2007. J'ai été entrepreneur avant d'être salarié. Avant d'être salarié. Et comment on va dire, ton approche par rapport à la BRVM, qui est la bourse régionale des valeurs mobilières,
un bâtiment devant lequel je pense que la plupart des Abidjanais, en tout cas certains Abidjanais, sont certainement passés une fois, mais auquel on ne fait pas attention, alors que leurs portes sont ouvertes normalement. Et c'est dans cet endroit que se trouve la place de marché et dans laquelle la plupart des entreprises qui sont cotées, je crois qu'on est à quoi, 46 entreprises? Oui, 46 sur le marché 46, action, et puis peut-être presque 100 sur le marché des obligations. obligataire. Obligataire. On passe devant, on ne fait pas attention, alors que c'est une énorme source aussi de revenus qui est générée dans cet endroit. Tu rentres donc dans les trades, tu commences à trader avec la BRVM et ensuite tu te concentres sur l'investissement. Mais est-ce qu'à ce moment précis, lorsque tu commences déjà à t'intéresser, tu es accompagné toi-même? Ou bien est-ce que le fait d'être comptable te conférait déjà une certaine connaissance de ce domaine? Non, je n'étais pas accompagné. Je fais partie des gens, un peu comme quand toi, tu commençais le digital. Voilà, aujourd'hui, les gens commencent le digital avec toutes les ressources que vous avez. Il y a eu les chaînes YouTube et tout. Mais vous avez commencé, vous avez commencé. C'est ce que nous autres on a fait. Quand je dis novembre 2011, quand je dis 2011, il faut voir qu'il n'y a pas Sika Finance, il n'y a pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est ça. Sika Finance, qui est le média de référence dans l'information financière. Il n'y a rien. Pour que les gens comprennent bien, on faisait les ordres de bourse à la main. C'est ça. Moi, j'étais qui au plateau. Tu remplis l'ordre de bourse à la main, tu vas déposer. C'était très archaïque au départ. Voilà. Donc, j'ai encore mes éléments, je peux les montrer, tout. C'était ça, la bourse. Donc, qui va t'accompagner? Non. Il n'y avait même pas de formation à l'époque. Il n'y a rien, en fait. Donc, ce que tu dois faire, comme tu dis, tu t'appuies sur ton bagage de financier et tu essaies de voir les spécificités de ton marché par rapport à ce que la théorie suggère. Oui. Et c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, dans la théorie, on parle de trading, on parle de certaines choses, mais spécifiquement, la BFM a plus de potentiel sur un aspect dont on ne parle pas, qui est la rente. Oui. La rente, c'est quoi? Tout à l'heure, je parlais de structure de revenus et d'entrer dans une logique de diversification de revenus. Ce que les gens doivent savoir, c'est que, et je suis un peu désolé qu'on ne nous l'ait pas dit tôt, mais si on dit à quelqu'un comment gagner de l'argent, il va répondre avec des éléments du faire, ce qu'on appelle des activités. Donc, il va dire, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux faire... C'est une réponse recevable. Mais ce n'est pas la seule réponse sur les questions d'argent. Vous pouvez gagner de l'argent en faisant des choses. Vous pouvez gagner de l'argent en possédant des choses. Donc, revenu du capital, revenu du patrimoine. Donc, quand tu comprends ça, tu dis, mais je peux être en train de faire quelque chose, donc salariat, entrepreneuriat, pas de problème. Je peux mettre mon argent sur des systèmes et l'argent va produire de lui-même. Et sur ce angle-là, la BFM s'est avérée très intéressante parce que les entreprises qui sont à la BFM ont une politique de rémunération avantageuse pour les actionnaires. Ce n'est pas le cas sur tous les marchés. Tu dis le marché américain. Oui, c'est totalement différent. Les grandes entreprises américaines, il y en a qui sont dans une logique de no dividendes. C'est ça. C'est c'est la croissance du cours de bourse qui sera votre retour sur investissement. Chez nous, c'est complètement différent. Les entreprises qui réfléchissent comme ça sont minoritaires. La plupart réfléchissent en termes de ce qu'on gagne, on va vous le partager. Donc, dès que tu comprends ça, tu te dis, mais je peux donc m'asseoir ici dans mon entreprise en train de travailler et puis j'envoie mon argent, je ne sais pas si on peut dire le nom de Oui, moi je veux que tout soit cité. À Société Générale, à CIE, à Sodeci, CFAO, et mon argent produit là-bas. Et j'avance dans ma carrière avec un portefeuille qui avance et qui produit. Donc, dès que tu comprends ça, tu te dis, mais c'est l'idée de deux bras finalement. Oui. Je fais ici, je possède là, et puis les deux avancent. Exactement. Donc, ça, c'est à l'épreuve de l'activité que tu te rends compte que la volatilité, la liquidité de la BFM et les règles d'exécution, les 3 jours là, quand tu achètes quelque chose, c'est sous 3 jours que tu es... c'est exécuté. Que c'est exécuté. Toutes ces contraintes-là rendent ce marché-là moins adapté au trading, mais la qualité des entreprises les rend plus adaptées à la rente. C'est ça. Donc, je dis souvent à mes amis dans l'immobilier, si vous saviez les rendements qu'il y avait, vous ne feriez pas des immeubles. Non, moi en fait, c'est pour ça que je trouve la BRVM très sécurisée, à mon avis, beaucoup plus calme que les bourses occidentales, New York, Paris et autres.
En tout cas, pour ceux qui aiment faire du trading à haute fréquence, c'est pas un marché pour vous. Mais en termes de sécurité, le délai, comme tu l'as dit, des 3 jours pour l'exécution des ordres et même pour pouvoir acheter et revendre, en fait un marché vraiment calme, stable, sécurisé et surtout en termes de rente. Moi, je me suis rendu compte que finalement, en fait, la BRVM, pour moi, en matière de rente, c'est l'idéal. C'est-à-dire que tu identifies les entreprises cotées à la BRVM qui, depuis ces 5 dernières années, ont distribué des dividendes non-stop et tu achètes des actions de ces entreprises. Régulièrement, chaque mois, tu achètes. Tu n'es pas dans une logique de trade, aucune logique de trade, mais d'investissement et de rente. Et tu attends chaque année que ces entreprises partagent leurs dividendes et tu réinvestis ces dividendes en achetant encore des actions pour qu'au bout de 10, 20 ans, en regardant les fondamentaux aussi de ces entreprises, hein, c'est important, depuis Même le de secteur façon- même même de d'activité. façon Ouais. plus courte même. Mm. Parce qu'aujourd'hui, on a l'occasion, ce podcast, de modifier certaines informations. Mm. Souvent, les gens regardent justement et puis disent 10, 20 ans. Mm. On va faire un cas, j'espère, avec les études des enfants, où en 4 ans, moi j'ai liquidé la question. OK. Avec les paiements des factures, je suis à ma 6e année, donc je vais donner quelques chiffres. Ah, tu payes tes factures Voilà, avec la aujourd'hui, BRVM. Faut expliquer. on est en août 2024. Hein? Scolarité, santé, CIE, SODECI, carburant, maintenance véhicule, tout ça c'est absorbé par les dividendes. Et ça ne m'a pas Pas fait les 20 ans. dividendes de la Ça m'a pas BRVM. fait 20 ans, ça ne m'a pas fait 10 ans. Dans ton portefeuille, là, tu as quelle entreprise déjà? Pour ceux qui... Non, mais tu vas nous expliquer on va faire ça. comment tu payes tes On va factures, prendre la la chose. scolarité des On va prendre la enfants. chose en montant. Hein? Parce que le drame, c'est Oui. qu'ils vont aller acheter. Alors que moi, j'ai déjà acheté Franchement, c'est important de le rappeler. par le passé. Oui, Donc, ça rappelle veut la dire que phrase. Rappelle la phrase très importante, le warning très important. L'investissement en bourse est très risqué. bon, je ne vais pas penser comme ça. Ce que je vais dire là, c'est-à-dire, si par exemple, tu prends sous l'angle de l'entreprise, Mhm. si je vous dis une entreprise, Ils vont vouloir vous, acheter. vous oubliez que moi, je l'ai acheté il y a 5 ans, Mhm. ou il y a 4 ans. Donc, pour vous aujourd'hui, ce n'est plus forcément une bonne chose de le faire. C'est pour ça que je n'aime pas citer le nom. Je donne les montants, je donne les taux, pour que les gens D'accord. comprennent ce que l'activité peut produire. Donne les Maintenant, montants. il faut que aujourd'hui, quand vous comprenez ça, vous dites, bon, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux prendre pour avoir peut-être un résultat analogue dans 4 ans. Ça, c'est dans le conseil, l'accompagnement qu'on fait ça. Donc, pour revenir à ton idée de 10-20 ans, là, à titre personnel, j'ai 4 comptes titres. OK. Donc, vous pouvez avoir autant de comptes titres que vous voulez. Vous ouvrez les comptes titres et vous leur donnez des missions. Donc, comme j'ai dit, envoyer son agent travailler, ça, c'est l'idée générale. Mais vous devez maintenant vraiment comme être un général d'armée et votre argent, je dis vos argent, en tout cas, vos billets sont vos soldats et vous définissez des objectifs pour chaque division. Donc, le compte titre, moi j'en ai 4, le compte titre de 2018, celui de Bridge, là, il a été créé initialement pour financer les études des enfants. Comme je dis, ça renvoie à l'arrière-plan familial que je vous ai expliqué. Comme mon père a eu des problèmes, on a eu des soucis de scolarité, moi on m'a vidé de l'école alors que tu es premier de l'école. Wow. Imagine, toi, tu es 3e, on fait le BPC blanc, tu es le premier de l'école. On fait là, le truc là au centre de l'école, on vous applaudit tout le monde est, c'est le premier, c'est le premier. 1 ou 2 jours après, quand on vide ceux qui doivent là, toi, tu es dedans. Wow. Le père C'est doit traumatisant. venir, les profs doivent intervenir. Donc, tu te rends compte que être intelligent, ça ne suffit pas. Oui. C'est pour ça que souvent, quand tu me poses des questions, je dis, peut-être que comme j'ai eu un arrière-plan particulier, pour moi, c'est logique. Mhm. Mais pour la plupart des gens, ils ne comprennent pas pourquoi je suis en mode sécu. Oui. J'ai été du profil de ceux qui sont intelligents, mais qui ont une vie compliquée Ouais. parce qu'il y avait des soucis d'argent. Donc, je ne réfléchis pas en trade, je réfléchis en sécurité. Bien que je puisse trader, bien que je trade, mais ma réflexion, c'est en revenu passif. Tu n'aimes pas t'exposer au risque parce que tu as déjà vécu. Si on a le temps de parler de la transition entrepreneuriale, tu vas voir comment j'ai fait ma transition. Mhm. On a déjà vécu ça. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de reproduire. Ouais. Je ne dirais pas que le père a fait certaines erreurs, mais il y a eu des circonstances qui nous ont amenés. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si tout ça, ça n'a pas existé. Si, si. Donc, comment je commence à travailler, diversification des revenus, tout, et après, je dis, bon, peu importe l'état de mes activités,
mes enfants doivent vivre comme dans une bulle. Les enfants ne sont pas là et puis parce que tu as pris des décisions ou même parce qu'il y a une circonstance professionnelle ou dans les activités, eux, ils subissent les conséquences. De tes Et erreurs. après, tu te retrouves avec des enfants qui doivent se prostituer pour les femmes, accepter de sortir avec ABCD pour qu'elles puissent avoir l'argent pour finir son... C'est n'importe quoi en fait. Comme mon père souvent le dit, les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Oui. Donc c'est nous les parents qui devons mettre des stratégies en place pour que, au-delà des aléas professionnels, ils soient dans un parcours fluide. Oui. Donc moi, je commence à travailler en 2009, je me marie en 2016. Et en 2018, avec l'accord de ma femme, on ouvre le compte titre des enfants. Donc, l'idée, c'est que ce compte-là puisse prendre en charge leurs études. Donc, on Tu commence as mis combien dans ce compte titre pour tes enfants? Bon, c'est un tableau, je ne sais pas, comme c'est un podcast, malheureusement, je ne sais pas si après au montage, on peut présenter, mais c'est des montants par année. OK. Donc, ce n'est pas le même montant du genre, chaque mois, j'ai mis 50 000, ce n'est pas ça. Mais en moyenne, tu mettais combien par année? Je peux te donner les montants de fin d'année. OK. Voilà. Donc, en fin 2023, le compte titre des enfants avait un capital engagé de 18 millions et demi. Fin 2023. Donc, on peut faire fin 2022 et ainsi de suite. Donc, quand j'ouvre le compte en avril 2018, je mets de l'argent. Comme tu dis, ça produit des dividendes, ça produit des plus-values. Et on réinvestit ça comme ça. Donc, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Maintenant, comment voir le résultat de ça par rapport au problème que j'ai indiqué? On revient maintenant aux âges des enfants. Donc, moi, quand j'ouvre ce compte, mon premier fils, il est né en juin 2017. Oui. Quand quelqu'un est né en juin 2017, il va au CP1 en quelle année à peu près? Quand on prend juin 2017. Il va au CP1 en 2020? Non, Non, il est né en 2017, non? 2017. CP1, 5 ans. Oui, 5 ans. Voilà, Bon, donc moi, ça je nous vois... envoie. Oui, oui. Ça, tu vois, J'ai 3 pensé ans. à la maternelle, 3 ans. Non, maternelle. Oui, on peut gérer ça. Oui. Donc, ça nous envoie en 2022. Donc, l'année 2022, mon premier fils, et puis j'ai eu après une fille, octobre 2019, doit aller au CP1. Et la fille aussi, comme tu l'as dit, la maternelle et consort. Combien le compte des enfants génère comme dividende par rapport aux dépenses de scolarité? Donc, les enfants sont dans une école où les choses coûtent environ pour les deux 1,3 million par an. Les dividendes de l'année 2022 sont de 1,227 000, quelque chose comme ça. Est-ce que ça couvre la question? Oui. Voilà. Donc, moi, depuis que mes enfants vont à l'école, C'est le compte titre qui... je ne sors pas d'argent pour m'en occuper. Scolarité, cantine, transport, c'est absorbé. Tu vois? Donc, c'est comme ça que j'essaie d'aider les gens. C'est ça. Toutes les dépenses que vous avez là peuvent être absorbées par les rentes, soit les dividendes ou les loyers. Parce que l'investissement des rentes, ce n'est pas que la bourse. On fait la rente aussi en immobilier avec les loyers. En fait, l'investissement des rentes, c'est une philosophie. C'est investir pour capter des revenus. C'est différent d'investir pour capter du capital, qu'on appelle l'investissement de croissance. Et c'est dans la croissance, l'investissement de croissance, qu'il y a le trading. Donc, le trading, c'est juste de la croissance, mais court terme. On va revenir au trading. Voilà. Tu vas bien l'expliquer. Dans les stratégies, il y a plusieurs stratégies. Ne voyez pas investissement seulement comme trading. Donc, les rentiers sont aussi des investisseurs qui s'asseyent là et qui disent, pour telle question, comme la question des enfants, je me positionne en 2018, j'ouvre un compte. Puis, je commence à investir progressivement. Et en 2022, les revenus issus de ce compte neutralisent la question. Ouais. Et lorsque tu auras fini de payer, par exemple, les études de tes enfants, ils seront à l'université, qu'est-ce que tu feras des revenus de cette rente qui sera générée, par exemple, par ces comptes titres? Ou bien tu vas leur donner? Ils seront adultes à ce moment-là. Tu vas leur léguer ce compte Je titre? n'ai pas prévu, je veux dire, au moment où je parle, c'est pas ça que j'avais prévu. Un rentier raisonne, comme je t'ai dit, en revenu. Donc, la question, c'est, la chute, c'est quoi? La chute, c'est la retraite. OK. La chute, c'est tu ne peux plus faire les activités que tu fais. C'est ça. Donc, aujourd'hui, tu édites beaucoup, tu es partout, mais à 60 ans, tu ne pourras pas être partout. Donc, avec le temps, nos revenus d'activité déclinent. Donc, il faut que les revenus du capital progressent pour compenser ça. C'est ça. Donc, la stratégie de rente, ce n'est pas que pour les enfants et puis après leur donner ça. Non, non. C'est vous-même, vous donner la possibilité d'avoir quelque chose qui vous accompagne jusqu'au moment où vous n'avez plus la force de faire quoi que ce soit, mais vous avez encore plus d'argent même quand vous travaillez. Donc, premier aspect, ce que je t'avais expliqué là, ça c'était le point sur les enfants. Maintenant, si tu as compris ça, est-ce que au-delà de ça, on peut payer d'autres choses?
Bien sûr. Voilà. Donc, 2023, je fais la transition entrepreneuriale. Et quand tu quittes salarié pour passer entrepreneur, il y a beaucoup de choses que tu perds. Bien sûr. Une chose que je n'avais pas vue, mais bon, Dieu m'a permis de voir ça rapidement après, c'est l'assurance santé. Ah ben oui, tu n'es plus employé. Donc, ton entreprise ne te couvre plus. Dans ma Tu dois payer modélisation, toi-même. j'avais pris d'autres choses en compte. Et puis après, j'ai vu que mais c'est vrai que j'ai oublié ce truc-là. OK, cool, il n'y a pas de problème. Les dividendes additionnels de 2023 vont absorber ça. Donc, moi, j'étais dans une échelle internationale où j'avais une assurance à 100%. Donc, pratiquement toute ma carrière, ma famille et moi, on va se soigner dans les hôpitaux que vous connaissez, les grands hôpitaux du pays. En fait, tout ce qu'on a fait, on sort sans rien payer. C'est comme habituel pour nous. Donc là, quand tu fais ta transition, comme je t'ai dit, tu n'as pas à mettre ta famille dans les problèmes. Bien sûr. Ta famille n'est pas habituée à... On doit payer. C'est ça. Papa, il y a des urgences, il faut payer. Voilà, on n'est pas habitué à ça. Ouais. Donc, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il y a comme offre sur le marché? Et on arrive à trouver une offre chez l'un des leaders du secteur à 1,3 million avec la fameuse couverture à 100%. Donc, 2023, le niveau de dividende 2 538 et quelques couvre toujours la scolarité et toutes les dépenses de santé. C'est 100%, hein? Oui, 100%. Moi, je suis à 80% pour à peu près le même. Ah non, je vais te donner après tu vas me donner le nom? le nom, le truc, machin. En fait, quand tu es salarié, tu ne te poses pas toutes ces questions-là. Dès que tu es entrepreneur, tu dis, comment je mets ma famille à l'abri? Tu te retrouves avec des montants. Que tu n'as pas l'habitude de payer. Imagine-toi si tu es en train de créer ta boîte, machin, te voici aller chercher 1,3 million. Ouais. Le fait d'être un investisseur, moi, ça résout la question. C'est ça. C'est pour ça que, peut-être on va parler de la transition entrepreneuriale, ça a été plus simple pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de questions que je ne porte plus. Donc, l'EDB peut évoluer tranquillement. Je n'ai pas une pression du genre, il faut forcément que, parce que derrière, il y a des choses que je dois payer. En fait, littéralement, ton argent travaille pour toi pendant que tu dors. Les comptes titres que tu as créés pour tes enfants, chacun a une fonction précise, et pour la scolarité, et pour l'assurance. Et chaque fin d'année, en tout cas en début ou le premier trimestre, quand les entreprises divulguent leurs résultats financiers et donnent leur calendrier de paiement de dividendes, toi, tu attends juste ton paiement, tu prends et tu payes ce que tu as payé. Actuellement, bon, je te fais l'update de 2024. Donc, le compte titre numéro 2, il passe le cap des 5 millions de dividendes cette année. Donc, comme tu dis là, bon, c'était quelques noms pour être concret. BOA Côte d'Ivoire a déjà payé. BOA Bénin a déjà payé. Les deux cumulés, j'avais 1000 BOA Bénin. C'est ça, 2000, 3000, non 2000. Non, 3000. Quoi? La BOA Bénin. Prix d'action? Oui. Non, hein, c'est 7200. Hey. Ah, ça? J'en avais 1000. La plus-value de Waouh, hein? Oui, cette plus-value. Wow. J'avais 1000 BOA Bénin. Donc, 706 francs de dividendes, ça fait 706 000. 1000 BOA Côte d'Ivoire, 684, ça fait 684 000. Donc, cumulé, ça fait 1 300 000 et quelques. Donc, si je reprends ce que tu évoquais comme séquence de calendrier, là, tu vois qu'actuellement, ces deux-là ayant payé en mai, j'ai reçu cet argent-là pour une rentrée scolaire qui commence en septembre. Si. Je t'informe que pendant qu'on fait ce podcast-là, moi, j'ai déjà soldé la scolarité. C'est en même temps. C'est déjà tout soldé. Donc, quand les gens viennent en formation, je leur montre le reçu pour qu'ils comprennent bien que je ne rigole pas. Oui. L'année scolaire qui commence, c'est déjà payé pour moi. L'assurance de l'année prochaine, c'est déjà payé. Donc, tu es là et puis, comme tu dis là, tu construis une sécurité. Tu es serein, en fait. Tu as la sérénité. Tu auras 5 millions d'ici fin septembre et l'argent vient un peu et tu prends pour traiter tes questions. Donc, la CIE a payé hier, j'ai 3800 actions CIE sur le compte des enfants, donné 684 et quelques mille. La consommation de CIE pour nous, c'est 40 000 par mois. Ça fait 480 000 par mois. Donc, tu payes tes factures en étant actionnaire. Si tu veux, je paye en image la CIE avec l'argent de la CIE. Si tu veux, en image. La boucle est bouclée. C'est-à-dire que tu es actionnaire de la CIE et tu payes tes factures CIE avec l'argent grâce aux dividendes de la CIE. Si tu vas sur mon compteur, moi, je charge à l'année. Ouais. Je ne suis pas là et puis le courant se coupe, puis il va ouvrir la porte à 2 heures. L'intelligence financière. Je vais répéter encore. L'intelligence financière. Donc, tu fais tes investissements. Tu as un stock. Tu dis, ce stock-là correspond à, comme tu dis, telle dépense. Ça vient jusqu'à fin septembre. Tu liquides tout. Donc, quand on rentre en 2025,
ton compteur de courant est chargé à l'année. Ouais. Moi, mes factures de chaud d'ici, là, c'est chaud d'ici qui me doit. Ouais. C'est payé en avance. Je dépose l'argent. C'est et ça. puis C'est eux qui doivent délivrer maintenant les voilà, services. Ils coupent dedans. Le carburant, je ne peux pas malheureusement le payer à l'année. Ouais. Sinon, j'aurais payé. Maintenance, santé, scolarité. Et ça, tu as un compte dédié C'est le compte titre numéro 2, le Numéro compte titre 2. des enfants, le compte titre de Bridge. qui paye tout ça, les factures Voilà, et tout ça. voilà. Donc, je ne peux pas te répondre en nom d'entreprise, mais en montant et en façon dont c'est séquencé. Ouais. Sinon, les gens ils vont dire non, Brice, on va acheter ça, je vais acheter ça. Mais je confirme, tout à l'heure, avant de démarrer l'épisode, là, il y a la Bridge qui l'a appelé pour lui dire que son argent était disponible. Donc, on a un expert ici. Donc, c'est un peu ça qu'on veut vous partager. L'idée que dans un contexte de cherté de la vie, dans un contexte où vous sentez vous-même que c'est de plus en plus difficile, vous devez, avec l'éducation financière, trouver des relais. Trouver des relais de revenus, mais qui respectent en même temps votre situation de salarié. Parce que le problème des activités, c'est que vous ne pouvez pas faire toutes les activités en plus d'être salarié. Ouais. Donc, nous, quand on vient vous parler de BFM, c'est de dire, je suis en train de faire ce que j'ai à faire et parallèlement, la CIE, la SODECI, Total et consorts me payent comme si j'étais un salarié. Oui. C'est comme si aujourd'hui, moi, je suis salarié de ces entreprises, mais je n'y vais même pas. C'est ça. Un actionnaire ne va pas au travail, il n'est pas là, il ne peut même pas aller aux AG même, mais on te vit ton argent. Donc, cette culture de salarié investisseur-là devrait pouvoir vous aider à faire justement cette compensation par rapport à une vie qui devient de plus en plus compliquée. Exactement. Et vous pouvez même... Est-ce qu'un étudiant, on va dire quelqu'un qui est en licence, ou bien même qui vient de démarrer ses études universitaires, qui a un peu d'argent chaque fin du mois, il peut commencer déjà à épargner? Et est-ce qu'il peut déjà envisager d'ouvrir un compte titre avant d'entrer dans le monde du travail? Comment tu conseillerais ce jeune? Parce que j'ai plein de jeunes étudiants qui me suivent et qui posent régulièrement ce type de questions, qui ont ces inquiétudes et qui, pour cette génération qu'on appelle génération Z, qui est en plein dans cette, je ne vais pas dire récession, mais cette inflation, qui subit aussi cette inflation et qui a des inquiétudes pour son avenir. Nous, on a vécu peut-être une belle époque jusqu'aux années 90, 2000, mais avec cette inflation et cette insécurité dans laquelle on est à l'échelle internationale, où on est soumis à tous ces contre-coups internationaux, comment un jeune étudiant aujourd'hui peut déjà envisager d'ouvrir son compte titre à la BAVM et devenir un rentier qui génère des revenus grâce aux dividendes? Pour un jeune étudiant, je ne l'enverrai pas vers l'investissement de rente. Parce que l'investissement de rente, en termes de taux, pour avoir les efficacités que nous, on a, implique un niveau de capital qu'un étudiant n'a pas. Oui. Tu vois. Donc, quand je disais que je vais avoir 5 millions de dividendes, il y a aussi les plus-values de trading. Donc, moi, on fait cette émission à fin juillet 2024. Le capital net engagé sur le compte des frais de 29,5 millions. Donc, on ne fait pas 5 millions, on ne fait pas X millions de dividendes avec 100 000 ou avec 200 000. Ouais. On n'est pas pas possible, c'est pas inimaginable. dire ce genre de choses-là. Donc, pour un étudiant, moi, je vais prendre la question autrement, sous l'angle de la croissance plutôt. Se dire, en tant qu'étudiant, je dois réfléchir à mon insertion professionnelle à la fin de mes études. Et les chiffres sont là, ils peuvent vérifier. Je crois qu'on a entre 80 000 et 100 000 emplois créés. Je m'excuse, je n'ai pas le chiffre précis, mais vous pouvez regarder les publications des médias spécialisés. Et si on est même à 100 000 emplois créés en Côte d'Ivoire par année et qu'on a 6 millions de diplômés au chômage, ça crée un problème évident pour un poste disponible pour 60 candidatures. Et moi, depuis que j'ai lancé mes recrutements à l'EDB, je me suis rendu compte. J'ai lancé un poste d'analyste financier. On a eu 90 candidatures. Un poste. Ouais. Bien sûr, j'ai pris une seule personne. Ouais. Donc, 1 dans 90. Donc, un étudiant doit prendre conscience de ça. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas un emploi qui vous attend dehors. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, le pays dans lequel on est crée
hypothétiquement 100 000 emplois, vous êtes 6 millions. Donc, vous devez avoir une vraie stratégie d'insertion qui, plan A, prend en compte votre formation, les stages, votre profil professionnel et tout ça. Plan B, prend en compte la mise en place d'un projet pour pouvoir me prendre en charge. Donc, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire comprendre que je dois avoir plan A, plan B. Si j'accepte maintenant cette idée de plan A, plan B, je me dis, bon, comment je fais pour avoir les moyens d'exécuter un projet à la fin de mes études? C'est là maintenant que la bourse va intervenir sous l'angle de la stratégie de croissance. Donc, j'ouvre un compte titre, effectivement, avec 100 000, avec 50 000, vous pouvez le faire. On a des SG sur le marché, même avec 50 000, pour vous ouvrir des comptes. Et j'investis en bourse, non pas comme Briscoe pour avoir de la rente, mais pour avoir de l'appréciation de mon capital. Et sur 5 ans, à la BFM, vous pouvez faire au moins, si vous n'êtes pas trop mauvais, du 100%. Donc, on va mettre des chiffres pour qu'on se comprenne. Si quelqu'un fait 20 000 francs par mois en épargne, donc on prend le cas vraiment d'un étudiant, sur une année, ça fait 240 000. Sur 5 ans, ça fait 1,2 million. Donc, en épargne, tu sors avec 1,2 million. Mais en investissement, ce 1,2 million là peut, au bout de 5 ans, devenir plutôt du 2,4 millions, devenir plutôt du 3 millions en fonction de ta qualité en tant qu'investisseur. Donc, si tu te retrouves avec 2,4 millions, 2,5 millions, voire 3 millions à la fin de tes études, comme capital, tu peux immédiatement te lancer dans la mise en place d'un projet sur lequel tu as déjà réfléchi. Ouais, tu as déjà fait tout ça. C'est ton insertion professionnelle. Plan A, trouver un emploi. Plan B, exécuter un projet. Donc, tu as déjà ton projet, tout. Tu fais ton parcours normal d'étudiant. Et quand tu finis, tu as ton capital projet 2 millions, 3 millions. Tu exécutes ton projet. Si, gloire à Dieu, le projet marche, tu continues dedans. Si ça ne marche pas, tu auras au moins fait quelque chose en attendant d'avoir un emploi. Donc, pour un étudiant, moi, je prendrais plutôt la question sous cet angle. Et maintenant, après, se faire accompagner pour savoir qu'est-ce que je peux acheter qui me permettra justement, dans 5 ans, d'avoir de la croissance pour faire ça. C'est très bien expliqué. J'espère que ça va être utile à tous ces jeunes qui sont dans cette inquiétude, qui suivent leurs études, mais qui voient que devant, c'est compliqué pour trouver du travail. Mais en même temps, en étant jeunes, ils ont aussi des charges. Ils ont un style de vie également qu'il faut entretenir. Mais au-delà de ça, comment trouver du travail, comment assumer les charges futures qui arrivent, parce que bientôt, peut-être, ils vont construire une famille et tout ça. Et c'était très important de pouvoir creuser ce point et d'avoir une structuration comme tu l'as faite. On fait du fact-checking aussi pendant l'émission. Hein. Donc, tu as parlé de 100 000, tu n'étais pas très loin, d'emplois créés en moyenne chaque année. Pour l'année 2024, selon Sika Finance, le nombre d'emplois nets créés par l'économie ivoirienne s'est élevé à 77 716 sur les 9 premiers mois de l'année 2023. Donc, je crois que c'est une hausse de 87%. Donc, ça veut dire que 87% en hausse pour 2023, ça veut dire qu'en 2022, c'était encore... niveau. Oui. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai vu passer un peu, donc j'ai extrapolé, mais avant, on n'était même pas sur ça. Avant, les emplois créés, c'était 60 000, 70 000. Donc, ça, tu vois, c'est des chiffres que les gens ne savent pas. Exactement. Ils se disent, mais je parle comme nos parents, mais les enfants sont là, il n'y a pas de travail, mais tu es paresseux. Lisez juste l'économie. Lisez juste l'économie. Vous verrez le nombre d'emplois créés. Vous allez comprendre pourquoi les jeunes n'ont pas d'emploi. Oui. Si tu as 6 millions de diplômés et 100 000 emplois créés, ou 105 000, 77 000, comment tu veux que tout cela s'insère? Donc, ça renvoie maintenant à d'autres questions comme la politique publique d'emploi des jeunes. Parce que comment absorber tous ces jeunes diplômés qui sortent? À la fin de la journée, au-delà de ce que nos politiques feront ou pas, c'est ton enfant. Oui. Ou bien si je parle aux jeunes, c'est ta vie. Oui. Donc, tu dois avoir ta stratégie d'insertion professionnelle. Jusqu'à ce qu'on ait peut-être un jour une politique publique d'emploi qui fonctionne, ou quand les gens sortent, ils sont intégrés à 80%. Mais pour le moment, là, malheureusement, les politiques publiques d'emploi n'ont pas fonctionné. Ne peut pas absorber pareil, si tu regardes, c'est le même problème avec l'immobilier. Oui. Au début, on avait fait des études, je crois que c'était 2013-2014, on disait 600 000 logements en moins. Oui. Les mêmes études ont été mises à jour. Il y a 800 000 logements en moins. Oui, un déficit. Donc, plus le temps passe, le déficit dans l'immobilier se creuse. Donc, il y a des domaines comme ça où structurellement, tu dois savoir qu'on est plutôt dans la mauvaise direction. Oui. Donc, tu dois avoir une stratégie propre
si tu veux être propriétaire immobilier. Sinon, si tu attends les politiques publiques, structurellement, on n'est pas en train de résoudre le problème. Le problème est en train de s'aggraver. Donc, il faut absolument vous former, comprendre l'économie, lire beaucoup. Ça, je vous dis à chaque fois, il faut lire énormément. Même si vous ne comprenez pas l'actualité économique, il faut lire énormément pour comprendre comment le monde dans lequel vous vivez fonctionne et être ouvert à ce qui se passe. Tu as parlé de trading, on a beaucoup parlé de rente, de stratégie de rente. Le trading, comment on peut définir, comment tu définis le trading en bourse? Et qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui démarre, qui veut démarrer, qui décide de contacter une SGI? Tout ça, tu vas expliquer c'est quoi une SGI, qui contacte son banquier, qui lui conseille une SGI et qui veut se lancer dans le trading. Est-ce que tu conseilles cela? Bon, déjà, on va commencer par le début. Donc, une SGI, dans notre environnement, les SGI sont les intermédiaires par lesquels on pratique l'activité boursière. Donc, si vous êtes en France, c'est l'équivalent de vos courtiers. Aux États-Unis, vos brokers, c'est la même idée. Donc, on ouvre un compte qui s'appelle un compte titre. Et c'est sur ce compte-là qu'on verse de l'argent, comme vous verserez de l'argent sur votre compte bancaire normal. Et cet argent que vous versez, c'est lui maintenant que vous allez utiliser pour faire vos opérations. Donc, les intermédiaires s'appellent SGI. Et comme je disais tout à l'heure, bon là, ça me permet peut-être d'expliquer, il y a différentes stratégies d'investissement. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'investissement de rente qui consiste à investir pour capter des revenus. Je ne dirais pas à l'opposé, mais plutôt en face de l'investissement de rente, il y a l'investissement de croissance. L'investissement de croissance consiste à investir pour capter du capital, ce que j'ai proposé aux jeunes étudiants. Donc, la logique ici, ce n'est pas qu'est-ce que l'entreprise versera comme rémunération. La logique ici, c'est comment l'action va prendre de la valeur. D'abord, est-ce qu'elle va prendre et comment elle va prendre de la valeur. Et donc, si je suis capable de comprendre sa progression en tant qu'actif, je peux acheter cette action-là et me laisser porter et puis au bout d'un certain délai, récupérer ce capital. Donc, quand on pose la grande philosophie de la croissance, à l'intérieur, vous aurez deux groupes. Ceux qui font de la croissance sur le court terme, ceux qui font de la croissance sur le long terme. Dans les termes anglais, donc sur le court terme, trader, sur le long terme, growth investor, investisseur de croissance. Okay. Voilà. Donc, le mot trader, on l'a repris en français et on n'a pas traduit. Il est resté comme ça. Mais c'est la même logique de croissance. Growth investor, investisseur de croissance dans le long terme. Et trader, eux, ils prennent court terme. Maintenant, court terme, long terme, ça veut dire quoi? Court terme, c'est moins d'un an. Oui. Donc, un trader va se positionner pour avoir de la croissance sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Un investisseur de croissance va se positionner pour avoir de la croissance sur quelques années. Donc, si vous voulez une image, tous ceux qui achètent les terrains, là, et puis qui gardent, pour dire dans 5 ans, dans 10 ans, là, en finance, ce sont des investisseurs de croissance. Maintenant, les traders, c'est ceux qui vont faire la même chose, mais en se disant, je vais revendre le terrain 6 mois plus tard, quand j'aurai fait les papiers. C'est ça. Si nos papiers sont sortis en 6 mois. C'est ça, ça s'entend en 6 mois. Les tu prends un terrain avec approbation ministérielle. Ça en un mois. Voilà, tu prends un terrain avec approbation ministérielle, tu fais ce qu'il faut. 6 mois après, quand il a un ACD, évidemment que tu pourras le revendre plus cher. Tu fais de la spéculation, mais bon, ici, c'est pas évident de spéculer sur... Voilà, mais en bourse, c'est possible. Donc, tu peux prendre une action, la garder sur des années, ou tu peux prendre une action, la garder sur quelques semaines et la revendre. Donc, l'idée du trading, c'est cette idée de prendre sur quelques semaines et garder. Maintenant, on va faire pour le cas de la BFM. À la BFM, on a des règles sur notre volatilité. Les actions ne peuvent évoluer que de 7,5% au maximum par jour, à la hausse ou à la baisse. Donc, cette volatilité-là étant bornée, elle n'est pas aussi intéressante que sur d'autres marchés comme Forex, crypto ou même les marchés actions occidentaux. Donc, déjà, il y a un problème dans le potentiel de croissance à cause des bonnes. Ensuite, il y a un problème sur la liquidité, c'est-à-dire si je mets en combien de temps j'ai le titre pour le revendre. Sur d'autres marchés, vous pouvez acheter à 9 heures et vous êtes livré à 10 heures et vous revendez à 16 heures. On appelle ça du trading intraday. C'est carrément quasi instantané. Voilà, chez nous, là, ce n'est pas intraday. Tu n'as même pas à la BFM de day trader. Non. Donc, je m'excuse, ceux qui suivent Edith sur les autres marchés, qui connaissent un peu la bourse, chez nous, là, il n'y a pas de trading intraday. Il n'y a pas de day trader. Pourquoi? Parce que la BFM a un délai de livraison-exécution qui est de 3 jours. Ça veut dire quoi? Quand vous achetez quelque chose lundi,
ça va apparaître dans votre compte titre comme en cours, entre guillemets, en cours. Et vous aurez la pleine propriété du titre entre mercredi et jeudi. Donc, c'est là que vous pourrez revendre. Et votre argent aussi, quand vous revendez, c'est produit de cession en attente. C'est aussi sous 3 jours que l'argent vient. Donc, au mieux, vous êtes sur une semaine ou 6 jours ouvrés pour boucler un trade. Donc, moi, mon trade le plus rapide que moi j'ai eu à faire, c'est en 2011, 2 novembre 2011, achat de Palmsy. Et puis 9 novembre 2011, revente. J'ai fait 20% en une semaine. C'est exceptionnel, hein? En fait, c'est jugeant le mieux qu'on puisse faire. Ouais. Donc, si vous voulez, on est en hebdo trading. Non, mais là, on est plus en hebdo trading. Voilà. Et hebdo, même, c'est pour les meilleurs, quoi. Sinon, tu as mensuel. En fait, voilà. La BFM, faut être patient. C'est pas un marché de trading comme vous le voulez là. En fait, s'ils aiment l'adrénaline, c'est pas un marché qui est fait pour vous. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que ceux qui aiment l'adrénaline, là, si tu remarques bien, ils sont une exception dans la société. Ils sont pas nombreux. Non, pas du tout. La plupart des gens n'aiment pas l'adrénaline, surtout en termes d'argent. Oui. Ils veulent un genre de confort, de sécurité. C'est pour ça que la BFM est adaptée pour le type de population qu'on a. Oui. Parce que si on avait un marché volatile, comment tu vas expliquer à des gens que tu as perdu qui 1 n'aiment million pas le risque que notre marché financier, là, il est volatile? C'est ça. Ils ne vont jamais faire. Non. Donc, moi, je pense même que l'exposé qu'on fait et que je fais à chaque fois que je passe, c'est pour dire aux gens, si vous avez bien compris la volatilité, en fait, ici, là, c'est pas ça. Donc, vous avez une autre approche où vous placez de l'argent, et je vais prendre peut-être un cas que tu vas aimer, la canne. Pendant que vous poussiez la canne, tout ce que vous avez fait, Stony, toi, les autres, la canne était une opportunité d'argent, d'enrichissement pour les Ivoiriens et pour les investisseurs en bourse. Tu les connais, je pense, parce que tu voyages beaucoup. Servait à Abidjan. Ben, bien sûr, servait à monter comme ça. Donc, quand vous avez un phénomène comme la canne, votre éducation financière doit vous permettre de comprendre les enjeux financiers de la canne pour les populations. Au-delà des grandes théories sur je vais aller faire un box alimentaire, je vais être guide touristique, au-delà de tout ça, il y avait des choses beaucoup plus simples à faire. Une entreprise s'appelle, si vous ne connaissez pas, s'appelle Servait à Abidjan. Elle est à l'aéroport. Elle évolue dans le domaine de l'alimentation des passagers, affrètement des avions et tout ça. En fait, il faut expliquer que la nourriture qu'on reçoit aussi dans l'avion, là, qu'on nous donne, là, c'est Servait voilà, qui gère ça. Donc, l'éducation financière doit vous permettre d'analyser les impacts des événements économiques et comment vous pouvez retourner ces impacts-là à votre avantage. Donc, on va faire le cas de Servait pour que vous voyez. La Côte d'Ivoire organise la CAN. Qu'est-ce que ça implique et comment je peux en tirer profit? Ça implique hausse du trafic aérien. Oui. Hausse du trafic aérien implique meilleure performance, meilleur niveau d'activité pour serveur. Et donc, quand je comprends ça, excusez l'expression, hein, au lieu de me contenter de regarder les matchs, être dans les émotions, excusez l'expression, je vais investir sur l'événement en achetant des actions Servait, par exemple. Donc, Servait, en début d'année, on est sur février, janvier, peut-être même mars. Servait coûtait 1250, 1300. Vous pouvez vérifier après sur le site de la BFM. Aujourd'hui, on fait cette émission, on est en début août 2024. Servait est au-dessus de 2300. 2300, 2400. Servait a fait du 100%. Parce que les chiffres de Servait de 2024 sont fabuleux. Maintenant, je précise, Servait aussi a donné un dividende exceptionnel l'année passée. C'est-à-dire, ils vont payer 200 francs d'une action qui coûtait 1200. Tout ça, ça doit arriver le cours de bourse. Donc, imaginez-vous, vous aurez investi 2 millions sur Servait entre janvier et mars 2024. Qu'aujourd'hui, au moment où on fait cette émission en août, vos 2 millions seraient devenus pratiquement 4 millions. Juste parce que vous avez surfé sur un événement qu'on appelait la CAN. Au lieu juste de regarder les matchs et d'être dans les émotions. Donc, c'est ce que nous, on fait à la BFM. On ne fait pas du trading en mode day trading, swing trading. Ce n'est pas ça qu'on fait. On fait ce qu'on appelle du trading sur les fondamentaux. Donc, on regarde les fondamentaux des entreprises et on voit dans le délai de quelques mois devant nous, est-ce qu'il existe des informations pertinentes qui permettraient à cette action d'être boostée? Et si c'est le cas, on se positionne. L'année passée qu'on a fait l'interview, je t'avais parlé de BEA Côte d'Ivoire. Je ne vais pas revenir dessus puisqu'on a déjà parlé de ça.
Mais en 2023, moi, j'ai gagné 1 million avec 3 millions, donc ça fait à peu près 33% sur, peut-être que ça va te faire rire, mais c'est une évidence qui aurait pu profiter à tous les Ivoiriens. Oui. SMB. SMB, oui. La société de bitume ivoirienne. Donc, on va faire le cas SMB. Donc, ça vous fait vraiment 2 cas. Et c'est pour expliquer l'idée de trading sur les fondamentaux. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous voyez le père Ado. Le père Ado fait les routes. Il fait les routes. Il achète Vous dites du Ado bitume. Puissancy, Ado Puissancy. Il n'y a pas de preuve. Ado Puissancy. Mais est-ce que Ivoirien, Ado Puissancy, là, tu comprends les enjeux? Ado est en train de faire les routes un peu partout. Est-ce que tu comprends les enjeux? L'éducation financière doit t'aider à comprendre les enjeux. La Côte d'Ivoire détient la seule raffinerie de bitume d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. C'est la SMB, filiale de la CIR. La SMB est une activité donc régionale, mais elle est en Côte d'Ivoire. Donc, si la Côte d'Ivoire se met à accélérer son programme de route, ça lui donne un surcroît d'activité en plus du niveau qu'elle avait avant. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Avec la CAN, avec le Programme national de développement 2015, 2000, je sais pas quoi là, 2020 quoi là. 2015-2020, je crois. Il y avait vraiment cette idée de faire du bitume, de faire des routes. Et ça, c'est à l'avantage de la FMB. 2021-2025. Voilà. Donc, quand tu sais ça, tu dis, OK, comment je peux tirer profit de ça? SMB coûte combien? SMB coûtait 7 900 quand on a commencé à s'intéresser à SMB l'année passée à l'école de la Bourse, dans les eaux de juin 2023. Aujourd'hui, on fait cette émission, on est en août 2024. SMB coûte 13 000 en gros. Ah ouais. Donc, on est passé de 8 000, si on veut arrondir, à 13 000. Ouais. Donc, on a fait plus de 50%. Donc, moi, j'ai fait 2 trades sur SMB. J'ai fait un trade l'année passée de 8 000 à 10 000, et un trade cette année de 10 000 à 12 000. 12 000. Donc, quand je mets les chiffres de l'année passée uniquement, j'ai gagné environ 1 million. J'ai fait un article dessus. Comment gagner de l'argent avec les travaux publics. Et j'ai expliqué cette idée-là. Je n'ai pas d'entreprise de bâtiment. Je ne sais même pas comment on passe les marchés des travaux publics. Je me suis assis, j'ai pris mon téléphone, parce qu'on peut investir son téléphone. J'ai acheté les actions du vendeur de goudron. J'ai revendu, j'ai gagné 1 million. Et puis vous avez vos routes. Tous les Ivoiriens peuvent faire ça. Ouais. Donc, nous, notre trading est un peu différent. Ce n'est pas du swing, ce n'est pas du DI, c'est quels sont les éléments disponibles dans les fondamentaux qui suggèrent sur cette année, comme dit sur les quelques mois, une progression de l'entreprise et avoir des conséquences de son cours de bourse. En fait, c'est lire beaucoup c'est beaucoup d'analyses fondamentales, lire l'actualité économique, voir les implications. Et au-delà de ça, c'est de connaître les entreprises, les 46 entreprises qui sont cotées à la BRVM et voir dans cette actualité-là quel impact ça aura sur leur chiffre d'affaires. Et quand le chiffre d'affaires augmente, on sait qu'en général, quand les résultats financiers sont bons, les acheteurs se ruent sur les titres concernés et ça augmente. Et forcément, dans le sens inverse aussi, quand l'actualité n'est pas bonne, ça a aussi un impact sur le prix de ces entreprises cotées à la BRVM et on a une baisse de ces actifs. Voilà. Tu vois que présenté comme ça, notre trading est un peu différent de toi-même, le trading. Totalement. C'est les jours et la nuit. Voilà, auquel tu es habitué sur crypto. C'est les jours et la nuit. Mais ce trading-là, je te demande, est-ce qu'il est accessible? Est-ce que toute personne raisonnable avec un certain niveau, peut-être de bac, oui, la BRVM, peut le comprendre? La BRVM. Oui, non, ce que je bien dis. sûr, totalement. Voilà. Donc, c'est ça. Souvent, vous dites, oui, quel niveau d'études il faut? Nous, à la BRVM, tel que le marché fonctionne là, c'est pas de la haute technicité qui est requise pour gagner. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur Serveur ou sur SMB, c'est de la logique. C'est de la logique. Une entreprise vend du bitume. Son pays se met à faire du bitume, excusez-moi, à tous les sens. C'est ça. Quelles seraient les conséquences? Mais forcément, elle va être boostée pendant les quelques années. Vous vous mettez acheteur, 1 an après ou 6 mois après, vous ressortez, vous avez fait du 50%. Fin de l'histoire. L'entreprise fait une canne. Quel sera l'impact sur le gars qui a le monopole? C'est ça, en fait. C'est de la logique économique. Donc, notre trading à nous, c'est pas s'asseoir, regarder des graphiques, à en perdre le sommeil. Ça, c'est nous, là. Moi, je ne regarde pas de graphiques. Si vous lisez bien Brice Koao, je n'ai jamais fait article et puis vous voyez les formes géométriques. Non. Avec des indicateurs. Je n'utilise pas ça.
les millions que je gagne en bourse, ce n'est pas comme ça que je les gagne. Je les gagne en comprenant les enjeux des phénomènes économiques. Ouais. Et je ne sais pas combien de temps on a, mais si on voulait faire d'autres exemples, il y a eu l'exemple de l'huile palmsy. Oui, Palmsy. En fait, chaque année, comme on dit, il y a des sujets. Chaque année, il y a des choses qui se passent. Donc, quand tu es capable de comprendre ce qui se passe, 2021, caoutchouc, 2022, l'huile avec Palmsy, 2023, FMB, BOA, 2024, Servais. Tu peux même revenir rapidement Chaque année, Palmsy, tu as parce des que cas. je crois que c'était pendant la Covid. Voilà. Il y a une pénurie d'huile. Reviens rapidement là-dessus. D'accord. Quand les choses se passent là, comme je disais, notre éducation financière nous a formatés en tant que consommateurs pour être dans les plaintes et les lamentations. Plaintes et lamentations. Souvent, les étudiants disent, donc tu aimes les crises. On n'a pas aimé ou pas les crises. Ce n'est pas le sujet. Non. Le sujet, c'est que les crises sont là dans la vie de l'humanité. Une bonne éducation financière doit vous permettre d'appréhender les crises un peu comme les Chinois l'appréhendent. Quand vous regardez, bon, je ne sais pas si je veux dire le nom des médias, mais France 24 et la culture française même en général, il y a des bandes rouges qui sortent. Rouge, danger, peur, agitation. C'est ça. C'est comme ça que les Français présentent les crises. Et nous, donc, on a été marqués par ça. Les anglo-saxons voient les crises comment? Des opportunités. Voilà. Donc, les anglo-saxons, eux, ils sont un peu différents. Eux, ils voient ça, ils vont traverser la mer, ils vont aller chercher l'eau sur Mars. Et puis, les Français les regardent comme ça, ils n'ont pas de problème. Les deux perceptions des crises-là sont des perceptions extrêmes et, à mon sens, biaisées. Moi, je vous propose une autre perception, la perception chinoise des crises. En chinois, le mot crise, c'est 2 caractères. Le premier caractère signifie danger, le deuxième signifie opportunité. Donc, littéralement, ça veut dire quoi? Une situation dangereuse, une situation qui présente des risques, mais qui cache des opportunités. Ça me semble une présentation plus juste de la crise. Donc, quand vous comprenez la crise comme ça, vous pouvez prendre toutes les crises et vous allez voir le danger et l'opportunité derrière. Donc, on prend la crise de l'huile. Covid, guerre en Ukraine, tension sur le marché de l'huile au niveau mondial. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, la Russie, vendent de l'huile, les huiles de tournesol et tout ça, et consorts là, qui viennent à manquer. Donc, tout le marché mondial se rabat sur l'huile de palme pour compenser. Donc, le cours de l'huile de palme progresse pour atteindre son plus haut niveau sur 15 ans. Vous pouvez retrouver ça sur Google. Cours de l'huile de palme historique sur 10 ans. Regardez le niveau en 2021-2022. Donc, quand tu comprends ça, donc on revient maintenant sur notre petite discussion sur la crise. Voici une situation dangereuse pour le pouvoir d'achat du ménage, mais est-ce qu'elle cache une opportunité? Bien sûr. Pourquoi elle cache une opportunité? Parce que chez nous, nous produisons de l'huile. Et celui qui produit l'huile, il est coté en bourse. Il s'appelle Palmsy. Palmsy contrôle 52% du marché de l'huile de palme en Côte d'Ivoire. Donc, quand il y a une tension sur le marché de l'huile, c'est mauvais du point de vue des consommateurs. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est bon du point de vue des producteurs, des usiniers, de toute la chaîne de valeur de l'huile. Et grâce à la BFM, vous avez accès à 2 acteurs de l'huile, Palmsy et SOGB. Donc, quand vous comprenez ça, vous regardez maintenant où on en est sur Palmsy en bourse. Je vais te donner maintenant les chiffres. Octobre 2020, 900 francs l'action. Ouais. Janvier 2021, 2200 l'action. Janvier 2022, 6600 l'action. Juillet 2022, 12 000 12 000, l'actions. le plus haut. La cible, Palmsy est passée de 2200 à 12 000. Elle était un peu par 6 en 18 mois. Donc, pendant que vous vous plaignez du prix de l'huile, il y avait une dangereuse, comme on le dit en Côte d'Ivoire, une dangereuse opportunité sur le marché de l'huile en investissant sur Palmsy. C'est ce que moi j'ai fait. Donc, je disais à ma femme, c'est vrai, payons l'huile plus cher, mais ne t'en fais pas, je vais largement te rembourser ça. Je ne sais plus, je dois vérifier après. J'ai gagné un peu plus d'1 million dans le trading aussi sur Palmsy en 2021 et 2022. Donc, vous devez mieux appréhender les phénomènes économiques qui se passent autour de vous. Une crise est une situation dangereuse, mais qui cache des opportunités. Et pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, c'est tellement pertinent et je pense que je le répète tellement de fois aux gens qui me lisent, aux jeunes qui me lisent.
faut pas subir. Faut pas uniquement subir. De toute façon, oui, on subit. Et c'est normal de se plaindre pour faire changer les choses, ce qui n'est pas normal et tout. Mais il faut pas uniquement subir, mais il faut être des lecteurs éclairés de l'actualité, du monde dans lequel vous vivez. Cette crise, par exemple, Covid, l'huile de palme, le prix qui augmente sur les marchés parce qu'il y a une tension sur les marchés ukrainiens et russes. Mais quand tu as l'habitude de lire et d'avoir une lecture éclairée de l'actualité internationale du monde dans lequel tu vis, tu ne subis plus uniquement, mais tu te positionnes en acteur. Et tu as cette réflexion que Brice Kwao a eue en te disant il y a une tension sur le marché, le prix de l'huile est en train d'augmenter ici en local, en Côte d'Ivoire. Moi, je suis déjà habitué à investir à la BRVM. Est-ce que ce n'est pas le moment d'acheter l'action Palmsy, sachant que si le prix de l'huile augmente, Palmsy va avoir son chiffre d'affaires qui va peut-être tripler ou quadrupler. J'achète dès maintenant cette action et je me positionne. Oui, l'investissement est risqué. Tout investissement est risqué. Tu peux acheter un terrain du jour au lendemain, il y a une inondation dans la zone et ton terrain que tu as acheté perd 30% ou 40% de sa valeur. Tu ne rentres plus dans tes frais. Mais il ne faut pas seulement subir le monde dans lequel vous vivez, il faut agir en étant des lecteurs éclairés. Et c'est cette réflexion, cette manière de penser là, en fait, que l'investissement à la BRVM, mais aussi la rente grâce aux dividendes, peut vous amener à avoir une lecture différente. Il a parlé de la canne avec Cervère. Moi, Cervère, par exemple, c'est une action que je voyais longtemps, qui avait des difficultés, et tout, l'entreprise et tout ça. Mais pendant la canne, il y a eu Cervère, il y a eu d'autres entreprises. Même pendant la Covid, on a eu également une société comme Air Liquide, qui est aussi cotée à la BRVM, qui pendant longtemps est restée, dont le prix est resté stagnant, mais qui a décollé aussi après la crise de la Covid, parce que c'est une entreprise qui produit des bonbonnes à oxygène pour les hôpitaux. Une opportunité. Donc, c'est bien de se plaindre, mais en se plaignant, il faut aussi agir sur votre vie en trouvant des opportunités. Brice, tu as l'école de la bourse. Tu as des personnes qui te suivent, qui apprennent énormément avec toi. Tu as une lecture synthétique, logique, éclairée du marché, de l'investissement. Et je pense qu'il y a ton background de comptable qui te sert énormément, mais surtout l'expérience familiale que tu as vécue qui t'a permis d'avoir cette recherche de sécurité pour toi, mais surtout tes enfants. Est-ce que ta famille, tes parents, ta famille élargie, est-ce qu'ils bénéficient aussi de cette culture que tu as développée au fil des années? Ta mère, ton père, je ne sais pas s'ils sont toujours vivants. Non, je suis orphelin de mère. Tu es orphelin de mère. Est-ce que ta famille élargie, comment ils te voient déjà en tant qu'investisseur à BFVM et coach formateur sur ce sujet? Et est-ce qu'ils bénéficient aussi de ces formations? Est-ce qu'ils s'intéressent à ça? Au niveau de la famille élargie, ils viennent se former à leur rythme. Voilà. Okay. Donc, on a eu, dès le début, les cousines, plus récemment, maintenant, des oncles et tout ça. Comment ils le perçoivent? Déjà, ils sont comme tout le monde. Oui. Ils ne connaissent pas. Oui. Donc, c'est trop technique. Quand tu as ton fils qui est en institution internationale, parce que moi, j'étais en institution internationale, qui veut démissionner pour faire ces choses-là, oui. Il y a une grande discussion qu'on a avec mon père. Mais c'est fou. Mais après, les gens se disent... les gens te disent après que... C'est un peu comme pour Jeff Bezos. Sa mère disait, je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais je croyais en mon fils. Ouais. Donc, je sais que mon fils, il sait ce qu'il fait. Voilà. Donc, c'est à peu près l'idée avec mon père. Mon père, on a de belles conversations. Mon père est comme mon ami. On a de belles conversations. Salut. Bonjour, papa. Il m'a tout expliqué de son parcours, les chiffres et tout ça. Oui. Et moi, justement, en intégrant tout ça, je dis, tu vois, effectivement, vous ne saviez pas tout ça à l'époque. Mais voici la réponse que moi je donne à ce problème-là. Donc, j'ai besoin, si j'en parle, c'est parce que j'ai eu son accord pour intégrer ça dans ma story. Parce que je devais pouvoir répondre aux questions des gens. Bien sûr. Donc, on a eu cette discussion il y a quelques années pour dire, j'ai besoin de ton accord pour dire publiquement comment tout ça s'est arrivé,
pour moi Oui. et comment justement ça me permet de devenir ce que je suis devenu. Parce que ce n'est pas un parcours que j'ai du genre, j'ai étudié la finance, j'ai travaillé quelque part et je suis revenu. Ce n'est pas ce parcours-là que j'ai. J'ai eu des problèmes. Et l'éducation financière m'a fait sortir de mes problèmes. Donc, l'éducation financière était comme une réponse à un problème familial. Donc, la famille aujourd'hui se rend compte que, effectivement, il a trouvé une solution qui, si on l'avait eu à l'époque, nous aurait aidé. Et donc, comme je dis, les cousins viennent, etc. viennent, et on est content. Maintenant, bon, les tantes, elles veulent plutôt donner de l'argent. J'ai dit non, Elle non, ne veut pas non. réfléchir avec du gère J'ai dit et non, tout. légalement, je ne peux pas le Oui, faire. oui. Donc, on essaie de chercher une formule légale, mais comme tu sais, c'est compliqué parce que créer une SICAV, ça obéit à d'autres règles. Une SICAV, c'est quoi? Société d'investissement à capital variable. Donc, nous, École de la Bourse, on est une école. On n'est pas un fonds d'investissement. Donc, je ne peux pas prendre l'argent des gens pour investir, même si ce sont mes parents. Donc, ça, il faut encore leur expliquer. Expliquer. Il y a des réglementations à qu'elles respecter, acceptent. c'est ça. Et bon, c'est difficile, mais pour le moment, on est sur cette position-là. Donc, c'est forcément dans la logique, venez vous former ou envoyer les cousins. Donc, tante X, tante Y envoie son enfant, on le forme, l'enfant gère l'investissement. Et puis moi, je reste dans ma position d'éducateur financier. Donc, eux-mêmes, ils le voient que, comme on dit chez nous, ça va bien, ça va mieux. La démission n'a pas eu de conséquences. Donc, ils comprennent que tout ça, ça fonctionne. C'est juste qu'il n'y avait personne pour expliquer ça aux Ivoiriens. Et si c'est leur fils qui explique, mais tant mieux. Exactement. Tes enfants, ont quel âge? 7 ans et 5 ans. 7 ans et 5 ans. Ils sont chanceux parce qu'ils ont un père et une mère aussi qui ont une très bonne éducation financière, qui vont les coacher, je suppose. Et peut-être même qu'ils les coachent déjà un peu. À comprendre pas encore? Ok, d'accord. Parce que celui qui a 7 ans, financière des enfants. tu vas commencer à quel moment? Je travaille là-dessus. J'ai sorti même une vidéo avec les hommes des Américains, tout ça. Quand je réfléchis, effectivement, ça aussi, c'est une question floue. À quel moment on commence à parler à un enfant épargner, de l'argent de poche. Bon, ça, c'est pas... Ça, c'est les basiques. Moi, je parlais même d'entreprendre et investir. Donc, j'ai besoin peut-être, quand je pense comme ça, qu'ils soient au moins au collège. Là, on peut commencer à parler de l'argent. Comment on le crée, comment il circule, comment tu te positionnes. Et puis, faire ce passage-là de sorte que si on commence en 6e, jusqu'à ce qu'ils soient en terminale, business, investissement immobilier, investissement en bourse, il comprend tout. Il a déjà ses comptes titres. Et puis, c'est comme un parcours. Quoi. Exactement. Aller aux AG, tout. Donc, pour l'instant, je leur laisse leur enfance. Et donc, à bien profiter. Voilà. Et à partir du collège, la 6e, commencer maintenant à aller intégrer ça. Autrement, je ne sais pas comment on explique à quelqu'un qui est au CE1. Si. Ça me semble un peu trop compliqué. Si. 6e me semble un niveau où au moins il pourra commencer un peu. Beaucoup plus acceptable. Est-ce qu'avec une action, mais j'ai eu cette question aussi, est-ce qu'avec une action, genre j'ai acheté une action de CIE, Mienso Desi, je peux aller à leur AG? Une action donne droit à tous les éléments. Droit de vote, droit d'étalage, droit aux bénéfices et tout ça. Maintenant, à la BFM, il y a eu des fractionnements. Les fractionnements ont créé comme un effet de démultiplication du nombre d'actions. Donc, pour éviter de se retrouver à louer le stade pour faire les AG, on dit, bon, il faut un paquet, par exemple, de 1000 actions ou de 100 actions. Donc, il y a certaines entreprises, Sonatel et TIT, qui font ça. Mais le reste, vous pouvez suivre l'AG quand même en ligne. C'est juste que si on doit chercher une salle pour avoir autant... Et TIT, à l'époque, c'était 400 000 actionnaires. Tu es énorme. Tu es belge, tu abrites 400 000 personnes comme ça. Donc, même s'ils veulent, ce serait difficile pour ETIT de faire. ETIT, c'est la maison mère d'EcoBank. EcoBank Trans-International Togo. Au Togo. Donc, ce serait difficile pour eux de faire une AG avec tous leurs actionnaires au sens littéral. Parce qu'il y en a trop. Donc, c'est comme un truc lié à l'organisation plutôt que lié au droit. Mais sinon, du point de vue du droit, une action vous donne droit à tous les éléments. Maintenant, rentrer dans la salle, là, ça va peut-être impliquer un paquet dans certaines entreprises, mais vous pourrez quand même suivre l'AG et voter, discuter à travers le Zoom. Parmi toutes les personnes que tu as coachées, accompagnées, formées, les 5000, est-ce que tu as une anecdote, une histoire d'un de tes auditeurs ou auditrices qui t'a vraiment marqué, pour lesquels tu as eu un impact énorme en termes d'apprentissage, d'investissement à la bourse et qui t'a fait ce retour? En fait, il y a beaucoup d'histoires. Donc, on essaie d'attraper les histoires. Parce que ce sont témoigner. C'est comme des groupes WhatsApp, comme j'ai dit là. Donc,
On essaie de dire, essaye d'écrire. C'est ça. Et puis, on a tous ces éléments. Maintenant, l'un des problèmes sur Facebook, quand tu mets une capture ou WhatsApp, oh, on connaît ces histoires, machin, donc on a arrêté. Quand vous êtes dans la communauté, vous-même, quand la personne vient écrire là, vous vous rendez compte. Donc, on a quand même plusieurs histoires. Maintenant, si tu dois te prendre une histoire, j'aime beaucoup le cas des enfants parce que ça a été une douleur pour moi. Donc, le fait que la bourse puisse résoudre ce problème-là, je me dis, tous les parents qui nous suivent, s'ils comprennent ça, ça va nous faire vraiment un bon afflux sur le marché. Il y a une dame, je ne vais pas dire son nom, qui était allée saluer une amie à l'occasion du bac que sa fille avait eu. Et la fille en question, mon étudiante est sa marraine. Donc, imagine-toi, tu es la marraine d'une fille qui a eu le bac. Tu vas dans leur maison avec une énergie. Oui. Et tu te dis que tu vas trouver une ambiance. Oui. Quand elle arrive, la maison est en cri, la maison est en conflit. Tu dis, mais ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Elle a eu le bac. Parce que autrement, si elle n'a pas eu, bon, je peux comprendre. Oui. Mais elle a eu. Tu dis, non, il faut lui parler, ta fille là, elle nous fatigue. Quel est le problème? Donc, quand on finit avec les cris, les larmes, les choses se calment, la maman explique. La fille a eu le bac avec mention. Elle était à Sainte-Marie. En tout cas, elle était dans un lycée là. Et pour les études supérieures, elle voulait IUA ou ce genre de choses-là. Et les parents n'avaient pas de plan. Ils n'avaient pas anticipé la question. Voilà. Donc, pour eux, c'était une évidence. Même tu finis ton bac, tu vas à l'université, quoi. Ouais. Et la fille dit non, mais pourquoi? Et puis, bon, tu vois. Ouais. Donc, j'ai eu le bac avec mention. On se retrouve dans un drame familial. Et elle regarde tout ça. Et elle a fait ce message Facebook-là, comme tu dis, qui m'a touché pour dire, ah, merci coach, parce que grâce à toi, ce problème que j'allais avoir, ou que mes enfants allaient avoir, là, nous a permis d'anticiper. Donc, cette dame-là, elle a ouvert un compte titre pour ses enfants comme moi. Elle a investi dessus tranquillement. Donc, récemment, quand on faisait son coaching, son portefeuille était en plus-value parce qu'elle est en investissement de croissance. Donc, il y a un fort plus-value. Et sur la cible, elle était en plus-value de 3 millions, un genre de 100%. Donc, elle avait une opportunité de terrain. Donc, elle me demandait. Donc, je dis, OK, ce que tu peux faire, vraiment pour le fun, quoi, vends la cible. Prends les 3 millions, achète le terrain, et puis on recommence. Et je crois qu'elle a fait ça. Donc, aujourd'hui, elle a eu un terrain grâce à la plus-value de la bourse pour ses enfants qui sont encore petits. Mais imagine-toi, moi, les miens, c'est 7-5 ans. Jusqu'à ce qu'ils soient au supérieur, là, l'effet de recapitalisation entre son portefeuille et maintenant le foncier, tout ça, là. Donc, elle regarde son ami, elle regarde la scène, elle dit merci Seigneur que je n'en sois pas arrivé à ça. Donc, vous devez, en tant que parent, vous questionner sur votre plan pour vos enfants. Dans un monde où l'IA, et je suis mal placé pour en parler, elle pourrait vous en parler, où l'IA va remplacer des postes, il faut le dire. Dans un monde où les tensions font que les entreprises dorment et se réveillent pour dire, bon, on quitte l'Afrique. Dans ce monde-là, quel est votre plan pour vos enfants? C'est juste, ils doivent avoir le bac et puis ils sont dans la politique publique. Vous voyez vous-même les limites de la politique publique. Ils se débrouillent. Vous avez vous-même vécu les limites de ils se débrouillent. Je vais le dire comme ça. Hein. Je n'ai pas de problème avec les fonctionnaires. Je n'ai pas de problème avec les instituteurs, je n'ai pas de problème avec les policiers, je n'ai pas de problème avec les gens qui font une face. Mais on ne peut pas définir une société où tout le monde fait CAFOP, une face, concours de police. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas être là. Et puis, c'est une on n'est plus dans un état-providence. C'est une destination publique. C'est-à-dire que quand quelqu'un finit, il doit faire concours. Pourquoi vous croyez qu'on se retrouve avec des gens qui font des choses et qui les font mal? Ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ils sont là-bas par défaut. Donc, quand on dit tu viens accoucher la main, tu l'énerves même. Parce qu'elle n'est pas à sa place. Mais pourquoi elle n'est pas à sa place? Parce que son parent ne lui a pas préparé une place. Et quand il préparait une place, ce n'est pas chercher travail pour vos enfants. Vous ne pouvez pas. C'est organiser un plan de sorte que à la fin de leurs études, comme je disais tout à l'heure, ils aient les capacités, ils aient les moyens, par exemple, de lancer leur propre projet, par exemple, de faire une formation poussée qui, quand même, resterait pertinente si, par exemple, ton enfant veut être chirurgien, neurologue ou je ne sais pas quoi. Bon, jusqu'à ce qu'il y a open au cerveau, là, il y a quand même le temps. Il y a encore le temps. Mais si ton enfant veut faire médecine, et après médecine, chirurgie, et après chirurgie, neurologie,
et que toi, tu n'as pas de plan pour ça, ton enfant se retrouve à faire CAFOP, à faire une face, et ça ne marche pas, et on est là. Ton rôle en tant que parent, c'est aussi de te questionner sur ces sujets-là. Et je sais que ces sujets coûtent cher. C'est pour ça que je te propose d'utiliser l'investissement de croissance pour traiter la question. Comme cette dame-là. Ouais. Les enfants grandissent avec leur portefeuille. Leur portefeuille génère du capital. Ce capital leur permet d'accéder à des études ou d'exécuter des projets. Et ils sont dans un parcours qui est complètement sous votre contrôle, au-delà des déterminants et des aléas des politiques publiques. Et c'est sur du long terme, c'est de la patience. Ce n'est pas comme ça sur un coup de tête ou en 2 jours, comme on l'a vu en griffe ailleurs, que vous allez générer une plus-value. Non, ça se prépare, ça se travaille, c'est du temps, c'est de la réflexion, c'est de la logique. Mais surtout, au-delà de tout, c'est la compréhension de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Brice Kwao. Je pense que c'est vrai que la plupart des épisodes, des choses à dire, sont très instructifs. On apprend énormément sur le parcours des personnes et tout. Mais au-delà de ton parcours, je pense que tu as dû secouer énormément de personnes qui ont écouté ce podcast, qui sont en train de réfléchir, en tout cas pour les parents, les jeunes qui ont écouté, qui sont en train de se remettre totalement en question sur leur manière de penser, la préparation du futur aussi, et toutes les choses qu'ils sont en train de rater, en fait, parce qu'ils sont dans le day-to-day, comme on dit, ils sont dans l'instant présent, parce que, comme on dit, c'est maintenant, il faut profiter. Est-ce que tu as un dernier mot avant que je conclue? J'ai même pas envie de te laisser, parce qu'il y a tellement de choses qu'on apprend. En fait, comme vous l'avez compris, je ne fais pas marché financier parce que j'aime les risques. Je n'aime pas les risques. Je n'aime pas les aléas. Donc, ne croyez pas qu'on fait ce qu'on fait parce qu'on aime l'adrénaline. Non. Tous ceux qui me connaissent, on n'a pas pu parler de la transition entrepreneuriale, mais savent que je n'aime pas du tout les aléas. Je ne suis pas là et puis, non. J'ai des plans, j'ai des programmations qui font que, justement, on balise les éléments. Donc, aujourd'hui, tout ce partage qu'on a fait avec Edith, pour peu de vous montrer que la bourse n'est pas pour ceux qui aiment le risque, mais pour ceux qui ont compris que la vie porte des questions qui méritent d'être traitées avant qu'elles ne se matérialisent. Il y a un auteur, le mentor de Herman Capo, qui dit, quand il a fait le truc, il a dit juste que c'est son mentor, il dit un présent difficile est un futur mal préparé. Ouais. Tel qu'il a formulé là, quand je lance comme ça, il y a des gens qui comprennent immédiatement, il y en a qui ne comprennent pas. Tout ce que vous avez dans votre présent aujourd'hui, qui vous fait souffrir là, c'était des questions qui étaient dans le futur. Et quand elles étaient dans le futur, vous ne les avez pas préparées. Oui. Donc aujourd'hui, elles sont devenues votre présent et elles vous font souffrir. Donc l'éducation financière a pour but de vous faire réfléchir aux questions qui sont comme des évidences, des certitudes. Quand on parle d'éducation des enfants, qui ne sait pas que son enfant ira au supérieur? C'est une évidence. Donc, on veut vous forcer en fait à réfléchir à est-ce que j'ai un plan pour ça? Est-ce que j'ai un plan pour la retraite? Est-ce que j'ai un plan pour, au cas où mon activité aurait des soucis? On n'a pas pu en parler, mais il y a des familles, il y a des situations, tu en as connu, tout le monde en connaît. On est au quartier, on est là, et puis on dit, tonton X est décédé. Oui. Et après les lamentations, les yako et consorts, on voit cette famille-là qui avait un niveau de vie, on voit, c'est comme si ça diminue. Ça périclite comme ça. Donc, se questionner sur la structure des revenus de ma famille, revenus du travail, revenus du capital. Et si je te pose la question, Edith, quand tu prends la structure de vos revenus, aujourd'hui, tu as bon, je vais, pour faciliter la réponse, je fais abstraction de ton mari. Donc, quand tu prends la structure de tes revenus, vous vivez avec vos revenus. Donc, tes enfants et toi, vous vivez tout. La partie qui est issue de ce que tu fais et la partie qui est issue de ce que tu places. Essaie de mettre des pourcentages dessus. Je te mettrai pour l'instant 30% sur l'investissement, la rente. Et 70% sur ce que tu fais. Exactement.
Tu J'essaie de sais ce faire que ça monter veut au fur et dire? à mesure, oui. Ça veut dire que si tu n'es plus là pour faire ce que tu fais, le niveau de vie de ta famille là, est divisé par 3. La question c'est, est-ce que tes enfants, est-ce que ta famille saura vivre avec 3 fois moins? Je te pose la question. Ouais. En Ça général, sera difficile. voire même impossible, dans la plupart des cas, l'enfant s'est mis à se droguer, parce que tout son déterminé, en fait, toute sa vie change. Ouais. Donc aujourd'hui, se poser la question, la structure de revenus de ma famille, revenus issus de ce que je fais, revenus issus de ce que je possède, mes investissements. Et si demain je ne suis pas là, j'ai un AVC, il y a une crise, n'importe quoi, la part qui saute là, est-ce qu'on peut vivre de l'autre? Tu vas voir que la plupart des gens n'ont pas de revenus du capital. Donc quand il y a une crise comme ce que mon père a vécu, on passe de ce qu'on avait à zéro. Ouais. Il y en a qui ont un peu, mais comme on ne les a pas éduqués, ils ont fait juste une maison location, puis ils sont là. Et puis, malheureusement, tu as un AVC. Ouais. Et au lieu d'avoir 1 million de salaire, vous devez vivre 200 000 de loyer. Et là, tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas eu plus de maisons? Tu n'as pas compris pourquoi. Tu t'es dit, oh bon, ça suffit. Tu ne comprends pas le problème. Le truc, tu parles de dernier mot, c'est de... Et celui qui ne pas le faire boost, c'est bizarre. C'est de faire de la sécurité. Il faut sécuriser. C'est-à-dire que vous pensiez que j'allais vous dire prendre des risques. Non, non, non. C'est de faire ces investissements-là pour créer de la sécurité. Donc, être capable d'arriver à un stade où, et nous, on sera dessus dans 2 ans, toute la vie de ma famille repose sur les dividendes. C'est ça. Tout le lifestyle. Je me réveille. Tout est payé par un compte titre. Et alors, je m'excuse, tu peux mourir en paix. Parce que tu sais que derrière, tes enfants, c'est géré. Quand les gens meurent et puis les gens pleurent là, ils ne pleurent pas toujours à cause du défunt. Ils pleurent des fois à cause de tous les problèmes que le défunt laisse. C'est ça. Même vous direz, mais pourquoi le gars, il a toujours ce discours orienté là? Quand mon père a perdu son père, ma mère est décédée. J'avais 11 ans. Wow. Donc, j'ai été marqué très tôt par ces questions-là, à la fois du décès et du chômage en même temps. Donc, ma programmation est complètement différente. Je ne fais pas tout ça parce que j'aime le risque, ça me donne l'adrénaline. Non, non, non. Je veux mettre ma famille en sécurité de tous les aléas, incluant l'aléa de je ne suis plus là. Quand tout ça c'est bouclé là, alors on peut enjoy. Alors on peut aller à Sini, on peut aller à Zanzibar. Parce que derrière, ils peuvent continuer le chemin même si tu n'es pas là. Donc, la réflexion pour vous, c'est de vous poser la question aujourd'hui. Est-ce que vous avez des plans financiers pour votre famille? Déjà pour vous aider dans la prise en charge des factures, des choses comme ça, pour couvrir les échéances, comme on a dit, retraite, machin, tout. Et jusqu'à pour transcender, malheureusement, votre départ. Est-ce que vous avez des plans pour tout ça? Et si vous n'en avez pas, c'est votre rôle en tant que père. Père, là, ça veut dire pourvoyeur. Père, ça veut dire protecteur. Protecteur des aléas de la vie. Père, là, c'est pas, oh, mon enfant, je le sauve, je le dépose. C'est pas ça. C'est pas ça seulement. C'est aussi comment je m'organise pour que ma famille continue, même si je ne suis pas là. Toi qui voyages beaucoup, tu vois que c'est un drame chez nous. Ce n'est pas un drame en Occident. En Occident, toutes ces questions-là sont traitées. Parce que les gens ont l'éducation financière pour ça. Parce que leurs dividendes, bon, on va dire leurs revenus, des fois, ils ont de l'assurance vie, vacances, ils ont des dividendes. Tout ça, pour eux, c'est banal. Mais pour nous, on n'a pas cette éducation financière. Donc, quand le père meurt, c'est une nouvelle vie qui commence. Et je n'ai pas besoin de vous donner des exemples. Vous en avez déjà. On a vu ça même beaucoup dans les séries comme Faut pas fâcher et tout ça. Et Canal a fait un reportage dessus récemment. Ça dit, les exemples, on est en Afrique. Vous n'avez pas besoin d'en chercher. Ils sont autour de vous. Ou bien ils sont livrés au bargouilla aussi, surtout les fonctionnaires. Tout ça, ça dit aujourd'hui, là, les revenus du travail pèsent trop dans la structure du revenu et créent de l'insécurité quand il y a une tension sur des activités. Cette tension-là peut découler d'une maladie, d'une crise, de n'importe quoi. Donc, en tant que père, en tant que, comme tu dis, adulte, en tant que quelqu'un qui gère une entité économique qu'on appelle la famille, tu dois avoir un plan pour placer tout ça. Et quand c'est fini maintenant, comme le doyen Stanislas Zizé dit, enjoy. Chez moi, je n'ai pas de problème, enjoy. Toi, tu enjoy? Moi, j'enjoy beaucoup moins, justement, mais maintenant que tu as compris, que ce que je pourrais avec les revenus que j'ai. Parce qu'il y a ces plans-là à finir. Donc, on fait un peu... Tu voyages un peu de temps en temps? On voyage une fois par an. On doit partir même en août, là. Et on est en local.
Et, Oui, il y a tout en local ici. et voilà, c'est-à-dire, on vit, si tu veux, normalement. C'est ça. On ne vit pas en fonction de nos moyens. De façon frugale. Voilà. Je n'ai pas voulu utiliser parce que les gens disent c'est un grand mot, mais je fais partie de l'école de la frugalité. Donc, vivre bien en dessous. Si vous voulez, notre budget de fonctionnement, c'est 1/3 des revenus que j'ai. OK. Le budget de famille. Donc, je vis bien en dessous de mes moyens et tout le reste est investi. Pour pouvoir boucler tous ces trucs-là. Pour pouvoir prendre ta retraite aussi rapidement. Oui, j'ai déjà démissionné l'année passée. Non, mais non, tu as une entreprise, voilà. on a dit l'école de la bourse et tout ça. Et comme elle a dit là, après avoir exit salariat, être capable d'exit entrepreneuriat, et puis tu es là, tu as traité toutes les questions. Et comme vraiment le doigt, ça disait, aujourd'hui, j'ai un exemple. Avant que j'explique les gens. On salue Stanislas. Voilà, aujourd'hui, vous sentez que le gars, il enjoy. Il enjoy. Il y a un temps, en fait, où vous devez faire ces sacrifices-là pour mettre en sécurité l'ensemble. Et puis après, les choses même sont plus simples. Mais le problème qu'on a dans notre société, c'est que les gens ont inversé. C'est comme s'ils disent, je dois profiter maintenant, le reste, là, on va voir après. C'est Dieu qui nous sauve. Qui va voir ça après qui? C'est Dieu. quand tu ne seras pas là que les autres vont choisir tes enfants. Est-ce que ça n'a pas de sens, en fait? Tu es leur père, pourquoi s'il ne peut pas anticiper? Bon, maintenant, après, chacun a sa façon d'être père. Mais moi, le rapport que j'ai à mon père, j'ai appris de la souffrance qu'on a eue et j'ai corrigé le problème. Et aujourd'hui, quand il me regarde, il est fier parce que ce qui a tué le père ou ce qui a... C'est qu'il n'a pas pu faire. Toi, tu peux... C'est-à-dire, il faut que de génération en génération, on corrige les limites ou les fragilités que nous avons. Mais on ne peut pas reproduire les mêmes éléments. Et c'est comme si on n'aurait rien appris. C'est-à-dire, ta maman t'a fait un soir, là, elle t'a parlé, tu as reproduit les mêmes erreurs qu'elle. Pourquoi elle t'a parlé? Pourquoi tu l'as eu comme mère? On a nos parents pour nous transmettre de la sagesse et que ces sagesses impactent notre vie. Donc, tout ce qui se passe autour de vous, c'est passé pour que vous fassiez différemment. Mais malheureusement, on a l'impression que c'est pour rien. Les jeunes d'aujourd'hui sont encore plus impatients même qu'avant. Pressés. Puis bon, c'est dommage. Mais en tout cas, je sais et je suis certaine que ces paroles de connaissance que tu as partagées vont réjaillir et surtout avoir un impact énorme sur toutes les personnes qui ont regardé, qui vont partager cet épisode, qui vont l'envoyer à leurs amis sur WhatsApp, qui vont en discuter aussi. Le but, c'est de susciter aussi la discussion, c'est de susciter le questionnement sur nos propres valeurs en termes d'investissement, en termes d'éducation financière et comment nous préparons notre futur. Le futur, il est incertain. À tout moment, tout peut se passer. Et le plus important, c'est de permettre aux personnes qui dépendent de nous de pouvoir avoir une vie tranquille, même quand on n'est pas là. Merci, Brice. Je pense que le mot de fin était nécessaire. Le but, c'est d'avoir le maximum d'informations quand ces personnes que j'invite viennent s'exprimer parce qu'elles ont des choses à dire. Vous êtes bien sûr des choses à dire, des mots à dire. Qu'importe, le plus important, c'est de pouvoir partager ensemble et construire une société où nous sommes bien, nous sommes heureux, mais surtout nous sommes en harmonie. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. D'ici là, restez toujours connectés. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Ciao, ciao.